Good afternoon, everyone. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous avez sûrement constaté que j'ai besoin que la salle soit active. Bonsoir tout le monde. Excellences, mesdames et messieurs, chers participants, chères participantes dans vos rangs respectifs. Une fois encore, bonsoir, je m'appelle Joy Mbewa. Je suis médecin et chercheur. Je travaille au sein de Women in Global Health. Aujourd'hui, nous allons passer à la 8e plénière du jour qui porte sur l'autonomisation des mouvements féministes. Le féminisme, l'égalité de genre et les droits humains sont constamment attaqués et menacés. Par qui? D'autres genres, d'autres mouvements. Et nous savons aujourd'hui que cette situation affecte malheureusement les droits, l'autonomie corporelle et la santé des femmes. Nous allons nous concentrer sur 3 piliers. Premièrement, comprendre les droits internationaux. 2, comprendre l'importance de ces droits. Et troisièmement, comment organiser notre action. Pour planter le décor de cette nouvelle session plénière, je vais passer la parole à notre conférencière, chercheur à la Gutenberg University et chercheur à l'université de Witwatersrand en Afrique du Sud. Elle travaille au sein d'organisations de défense des droits des personnes LGBTQ+. Elle nous donnera quelques recommandations afin que nous puissions mener des actions collectives. Veuillez accueillir Ellie McEwen. Merci, Dr. Mbewa. Merci aux organisateurs de cet événement qui ont bien voulu penser à moi et qui m'ont invité. J'ai été directement touchée par les politiques anti-LGBTQ+, et anti-féministes. Mes 2 parents sont des femmes. Et à cette époque, l'homosexualité était considérée comme un crime. Le féminisme et les droits reproductifs étaient considérés comme des attaques aux valeurs américaines. J'ai vécu pendant 17 ans en Afrique du Sud et j'ai vu des campagnes contre les droits des personnes LGBTQ+, des campagnes contre la santé et les droits sexuels et reproductifs dans toute la région. Ces campagnes ont principalement été financées par des groupes chrétiens américains. Aujourd'hui, je voudrais donner des informations et des détails sur notre idéologie de genre, un concept utilisé par des groupes pour critiquer l'autonomie corporelle, les SDSR. À quoi renvoie l'idéologie de genre et quelle peut être son importance pour notre travail de plaidoyer? L'idéologie de genre est née de l'opposition du Vatican contre les droits en faveur de la santé sexuelle et reproductive, entre autres. Aujourd'hui, ce terme est utilisé en dehors du Vatican par des catholiques conservateurs. Elle est utilisée par des mouvements contre-révolutionnaires, par des acteurs qui s'en servent dans leur campagne pour lutter contre le féminisme, l'égalité de genre et le droit des personnes de la communauté LGBTQ+.
Ce mouvement contre-révolutionnaire est anti-féministe, anti-droits des femmes, certes. Mais il faudrait également comprendre ces groupes contre les mouvements féministes se considèrent comme des mouvements de défense de la famille. Ils défendent des valeurs de la famille telles que nous la connaissons. Ils essaient de convaincre les communautés et les gouvernements que la SDSR, les droits des personnes LGBTQ+, l'éducation sexuelle complète sont des idéologies de genre qui vont à l'encontre du noyau familial. Ne vous y trompez pas. Il existe des groupes qui ne veulent pas protéger toutes les familles. La réalité, c'est qu'ils souhaitent défendre leur vision de la famille, qui doit être considérée comme une institution rigide. Pour eux, les jeunes ne doivent pas être concernés par les réalités de leurs parents, par les difficultés de leurs parents. Ces groupes pro-famille lancent des campagnes contre la SDSR, les droits des personnes LGBTQ+, et l'éducation sexuelle complète, et essaient de rallier dans leur rang des politiciens. Pour eux, la SDSR est un cheval de Troie qui permettra de détruire la famille telle que nous la connaissons. Ils pensent que les communautés LGBTQ+, dénaturent l'homme. Ils pensent que l'ECS sexualise les enfants et viole le droit des parents. Ils pensent que les études, les programmes d'éducation à la sexualité, les programmes sur l'égalité de genre servent ces intérêts malsains. Ils pensent que l'autonomie corporelle dans les communautés ont en réalité un agenda caché. Ils diffusent de fausses informations pour créer la panique et susciter la colère. Ils rédigent des politiques et influencent des politiciens et des gouvernements afin qu'ils empêchent les programmes d'ECS, entre autres. Ils ont des coalitions dans nos gouvernements dont le rôle est d'empêcher que des lois plus ouvertes soient adoptées, des lois qui reconnaissent la diversité de genre, qui défendent l'existence d'autres formes de famille. Ces activistes pro-famille pensent que l'idéologie de genre est une forme de colonisation mentale, dont le but est de faire avancer une idéologie occidentale pro-LGBTQ+, qui, à terme, détruira la société occidentale. La plupart de ces groupes qui financent et coordonnent ces campagnes contre la SDSR, le CIS et le droit des personnes LGBTQ+, ont leur base en Europe et aux États-Unis. Ce sont des luttes qui affectent directement la justice économique, la justice pour les femmes. Quand nous repensons à l'histoire de la famille nucléaire, qui est considérée comme une institution binaire, nous pouvons voir que cette idéologie des groupes de défense des familles nucléaires ont principalement pour but non seulement d'établir une hiérarchie des genres, une hiérarchie des races, une hiérarchie des classes. L'idée de cette hiérarchie est en réalité une erreur. Elle n'est pas universelle. Nous avons des preuves qui démontrent que le féminisme existe
dans la société depuis des millions d'années, avant la colonisation, et surtout bien avant que les droits des femmes et les droits des personnes LGBTQ+, étaient des sujets d'actualité. Nous savons que le patriarcat et le modèle de la famille nucléaire oppressent les femmes en Europe et sont utilisés pour assurer la soumission des peuples autochtones. De nombreuses féministes et chercheurs de la communauté LGBTQ+, ont démontré que ces peuples autochtones ont été opprimés sur la base de leur race, de leurs conditions sociales. Aujourd'hui, ces activistes pro-famille essaient de réécrire l'histoire. Ils veulent nous faire croire que être un être binaire est tout à fait naturel et que l'égalité de genre, la défense des droits des personnes LGBTQ+, est une erreur. Il fait partie d'une conspiration. Ils veulent nous faire croire que le patriarcat est la voie. Mais en réalité, nous pouvons voir où ces mouvements veulent en venir. Si ces activistes ou militants pro-famille veulent protéger l'idée que l'inégalité de genre et l'hétérosexualité sont naturelles et ne doivent pas être remises en question, en réalité, ils renforcent d'autres formes d'inégalité sur la base de l'hétérosexualité, du nationalisme, du racisme, entre autres. Nous pouvons voir à travers leur stratégie qu'ils souhaitent détruire l'humanité, les droits de l'homme et renforcer les inégalités et renforcer les positions de ceux et celles qui ont déjà des pouvoirs. Ils ne se contentent pas d'empêcher que des politiques en faveur de l'égalité de genre et de l'autonomie corporelle soient votées. Ils essaient également de limiter notre imagination, limiter notre idée de la famille, de la société, des droits. Ils essaient de rendre les cours, nos vies et nos idées sur la question de la sexualité d'une seule manière. Ils essaient de faire en sorte que nous n'ayons pas plusieurs options. Mais nous savons qu'une autre vision du monde est possible. Ensemble, trouvons le moyen d'avoir plus d'informations, de mieux organiser notre action et d'ouvrir le champ du possible, d'être ouvert d'esprit, de renforcer la solidarité dans nos régions et dans nos mouvements et d'encourager le changement que nous souhaitons voir de notre vivant. Merci. Indeed, this was such an insightful keynote, which highlights Merci pour ce discours concernant l'idéologie de genre. Merci, Haley. Elle nous encourage à défendre les droits des femmes et l'autonomie corporelle pour tous. À présent, je vais accueillir les membres de notre table de discussion. Nous allons parler des mécanismes des mouvements contre les droits. Il s'agit, veuillez applaudir s'il vous plaît. Veuillez souhaiter la bienvenue aux membres de notre table de discussion.
Ils partageront leur expérience et leurs idées sur les mécanismes des mouvements contre les droits, comment est-ce qu'ils s'organisent, comment est-ce qu'ils mobilisent des ressources, quelles sont les stratégies qu'ils emploient, autant pour moi, pour déconstruire le travail que nous réalisons. Bienvenue, chers membres du panel. C'est un plaisir de vous avoir avec nous et nous avons hâte de commencer. Nous allons parler des mécanismes utilisés par les mouvements anti-droit. Et comme je le disais, il s'agit d'experts et de membres du gouvernement. Bonjour, Neil Data, secrétaire de l'EPF. Veuillez applaudir, s'il vous plaît. Nous avons avec nous aujourd'hui Jack Key, DG du fonds Nemone. Jack est militant et activiste. Bienvenue, Jack. Nous sommes également accompagnés de Julia Hurt, directrice exécutive de l'International Lesbian, Gay and Trans Association, en abrégé ILGA. C'est une activiste respectée. Veuillez souhaiter la bienvenue à Julia. Nous sommes également ravis de compter sur la participation de Madame l'ambassadeur Stephanie Campbell, qui vient des États-Unis et qui a travaillé et qui s'est rendue dans de nombreux pays, surtout des pays du Pacifique. Bienvenue, Madame l'ambassadeur. J'aime l'énergie de ce groupe et l'énergie de cette salle. Commençons par cette question. Nous savons que ces mouvements remettent en question beaucoup de choses concernant l'égalité de genre. Et nous aimerions savoir quels sont les risques auxquels nous sommes exposés en raison de ces déconstructions. Je vais commencer par vous, Neil. Merci de m'avoir posé cette question. C'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Et certaines personnes savent déjà ce que je pense à ce sujet. Je voudrais juste abonder dans le même sens que le docteur Makiu. Nous sommes en face d'un nouveau phénomène. C'est un mouvement qui s'est construit au fil des années. C'est différent de ce que nous avons eu comme forme de conservateur ou de conservation des opinions. C'est un mouvement qui est maintenant international et qui est capable de compter sur la participation de nouvelles personnes, qu'elles soient jeunes, qu'elles soient en faveur de la famille, qu'elles soient chrétiennes. Je voudrais revenir sur ce qui s'est passé lors de la cérémonie d'ouverture. L'un des invités à cette cérémonie, il s'agit de la présidente de la Hongrie, qui nous a un peu choqués par ses propos. Nous savons comment est-ce que la politique fonctionne, surtout la politique européenne. La Hongrie a des politiques assez contradictoires sur des questions sociales comme la santé des femmes, les droits des minorités sexuelles et les droits des migrants. Nous étions assez choqués de constater
qu'une des représentantes d'un pays aussi polémique soit présent. C'est un pays controversé et Madame Novak en elle-même est impliquée activement dans les mouvements dont vient de parler le Dr McHugh. That our colleague Hayley McEwen just mentioned. Helen McHugh a parlé de ces mouvements. Avant de devenir la présidente de la République de Hongrie en mars 2022, elle a occupé le poste de ministre et présidente d'un réseau de la société civile, le réseau des valeurs politiques. C'est un nom assez neutre, mais en réalité, il s'agit de l'un des mouvements antidroits les plus puissants du monde. Leur objectif est de rassembler des membres du Parlement, des politiciens qui viennent du Nord, des États-Unis et de pays d'Europe, dans le but de mettre sur pied des programmes contre les droits des femmes, contre les droits des personnes LGBTQ+. Ils se sont rassemblés il y a très peu pour mettre sur pied un plan stratégique. Nous avons également un plan stratégique, rien de très étonnant. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de savoir ce que contenait cette stratégie. Premier point. Limiter le financement reçu par les mouvements et les groupes qui encouragent la défense des droits. Deuxième point, créer des réseaux de désinformation afin de dissuader les femmes d'avoir accès à des services liés à la SDSR. Dans cette stratégie, ils redéfinissent également l'idée du mariage. Ce plan est appliqué à plusieurs échelles, nationale, régionale et internationale. Et nous étions assez choqués de constater que une telle personnalité était présente à notre événement. Ce qui signifie effectivement que nous sommes réellement en danger. Je vais m'arrêter là pour l'instant et si j'ai l'occasion de prendre la parole, je le ferai. Merci et bien évidemment, je vous poserai des questions tout à l'heure. Madame l'ambassadeur, c'est très difficile de prendre la parole après une intervention aussi brillante. La présence de Madame Novak, pour moi, signifie tout simplement que nous devons continuer à nous battre et nous devons continuer à donner à chacun l'occasion de s'exprimer, peu importe votre bord. Peu importe ce que les mouvements anti-droit déclarent, nous avons le droit d'appartenir à une diversité. Et lorsque ces mouvements s'attaquent à un droit, en réalité, ils s'attaquent à tout ce que nous avons réalisé jusqu'à aujourd'hui. Nous voyons qu'il y a de plus en plus de crimes de haine, plus de violence, plus de normes de genre qui ont des répercussions sur l'accès aux services, au leadership, qui entraînent des augmentations, l'augmentation de la mortalité maternelle et infantile. Et ce travail, comme vous l'avez dit, remonte à plusieurs décennies. Les femmes et les filles, dans toute leur diversité, les membres de la communauté LGBTQ+, sont directement visés par ces mouvements. Je me suis entretenue avec des femmes et des jeunes filles qui ont dû pratiquer des avortements dangereux. Certaines ont connu des femmes qui ne sont plus là pour en parler parce qu'elles sont mortes des suites de ces avortements dangereux. Il existe des communautés de femmes qui sont stigmatisées, qui sont victimes de brutalité. Et ces attaques, ces violences sont inhumaines.
Et j'ai rencontré des adolescentes enceintes parce qu'elles n'avaient pas accès à des informations sur la santé, les droits sexuels et reproductifs. Ce manque d'informations a eu un impact direct sur leur vie et les conséquences pourront être ressenties peut-être à l'avenir. J'ai également rencontré des femmes qui n'ont pas eu accès à des services de santé parce qu'ils n'existaient plus en raison de manque de financement. Elles ne pouvaient plus se protéger. Plus tard, j'ai rencontré des leaders du monde entier qui sont attaqués par des mouvements anti-droit, que ce soit sur Internet, que ce soit dans la rue. Ce sont des mouvements qui empêchent les femmes, les filles et d'autres minorités de prendre part à des discussions importantes. La menace est réelle et il n'existe pas un seul groupe attaqué en particulier par ces mouvements. Je crois que de nombreuses limites ont déjà été franchies. Et il est difficile de revenir en arrière maintenant. Le gouvernement australien fera de son mieux pour défendre l'égalité de genre. Nous ne parlerons plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Nous parlerons d'égalité entre les genres, tous les genres, parce que c'est un langage inclusif. Nous protégerons les droits d'accès aux services de santé sexuelle et reproductifs. Nous lutterons également afin de protéger nos acquis, de ne pas créer d'autres divisions. Et je crois que c'est très important au niveau politique. Avant de vous repasser la parole, j'aimerais parler ici en tant qu'ambassadeur, ambassadrice. Nous pouvons nous servir de notre temps et de nos finances pour cette lutte, pour cette cause. Cet argent qui est utilisé par ces mouvements anti-droit pourrait être réinvesti dans la lutte en faveur de la protection de l'économie, du climat. Et je pense que ce serait une meilleure manière d'aider la planète. Merci Madame l'ambassadeur pour ce commentaire. Les risques sont vrais. Et donc, les lignes ont déjà été franchies. Alors, Jacques, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis vraiment nerveux. Je ne sais pas sûr que mais je vais quand même essayer de parler lentement. Je m'excuse. Donc, je vais apporter un point de vue de la technologie à cette conversation. Et donc, en fait, l'Internet et la technologie. Je veux l'ajouter à cette conversation parce que, en fait, ce genre de technologie est très important pour cette conversation sur la participation du public et les stratégies en place pour le mouvement de droit. Et il est aussi très important pour l'engagement public et participation publique, surtout pour des communautés, pour des personnes qui ont été exclues, des formes, je ne vais pas utiliser le mot normal, mais en fait des formes traditionnelles, les médias qui excluent des personnes de... Bon, je ne veux pas utiliser certains langages, mais vous comprenez. Je serai beaucoup plus cohérent. Ne vous inquiétez pas. Il est aussi un instrument à travers lequel ils essayent de
contrôler et façonner l'influence et ce qui est considéré normal, important et priorité. Et pour cela, je pense qu'il faut prêter beaucoup d'attention à ce qui se passe dans la technologie, pas en tant qu'outil, un instrument, mais aussi comme un endroit public pour des discours publics. Quand vous avez parlé de certaines lignes à ne pas franchir, la première chose, la première ligne rouge à ne pas franchir, c'est l'accès à des informations qui sont fiables et sur la base des données et des besoins. Parfois, nous n'avons pas accès à ces informations dont nous avons besoin et vous vous sentez déjà vulnérable, surtout quand il s'agit de quelque chose qui est très important vis-à-vis qui vous êtes et votre sens d'autonomie, le sens, la raison d'être. Et il faut être intentionnel. Nous sommes en train de voir des campagnes de désinformation bien organisées, bien financées, un peu partout dans le monde. Et ceci déjà est en train de viser des personnes et des populations marginalisées. Et je peux beaucoup plus en parler, mais je vous encourage à faire un peu plus de recherche par rapport à ce sujet pour comprendre comment ces campagnes de désinformation, par exemple, de certaines lois, législations, il y a des recherches. Hailey me parlait de cela, sur comment certaines entreprises ont financé certaines campagnes contre l'avortement au Kenya. Ça se passe un peu partout. Il est très important, c'est bien financé. Il y a des budgets qui sont mis en place. Ceci exploite aussi des algorithmes de tendances qui existent pour vraiment remplir les espaces et les conversations de ces idées. Et ça crée un peu de panique morale. Et ceci maintenant se connecte aux idées de nationalité, entre autres. L'accès à l'information est aussi très important. Et cette information sur la sexualité est soit sous-réglementée quand il s'agit de la violence. Parce que quand vous savez quand c'est du contenu qui est lié à la sexualité, c'est sous-réglementé ou c'est trop en fait limité. C'est trop censuré quand il s'agit de la sexualité ou l'éducation. Et maintenant, la deuxième ligne rouge, c'est le droit à l'autonomie corporelle et comment ces droits sont liés à la vie privée et au consentement. Et je le dis parce que nous sommes dans un contexte où il y a un écosystème et des infrastructures de la technologie et de l'information qui collectent des informations et qui traitent beaucoup de données personnelles chaque fois dans des endroits et dans des façons que nous ne voyons pas. Ils sont donnés notre avis et parfois c'est même vendu, commercialisé. Et cela peut créer des vulnérabilités. Mais aussi, ça peut être lié à des violations et certains comportements. Merci beaucoup d'avoir partagé ces perspectives. Le droit à l'information fiable, mais aussi à l'autonomie corporelle, pour s'assurer que la technologie est vue comme une opportunité, mais aussi comme un risque, parce que la désinformation et des mauvaises informations se passent et sont circulées un peu partout dans le monde. Alors, Julia, j'aimerais entendre ce que vous avez à dire. Certaines lignes rouges à ne pas franchir. Ah, bien sûr. Mais avant de parler de ces risques, je veux voir ce que nous avons réalisé depuis environ 30 ans. Parce que la communauté LGBTI est en train de réaliser beaucoup de choses dans beaucoup de pays. Je vais vous donner quelques exemples. En 1990, 130 ont criminalisé environ des activités homosexuelles. Aujourd'hui, il y a juste 64. En 1990, il n'y avait même pas un pays dans le monde qui permettait des personnes transsexuelles à changer leur genre sur la base de la détermination, de l'autodétermination. Aujourd'hui, nous avons 17. C'est pas bon, mais il reste encore à faire. Cependant, nous avons été confrontés à des résistances. Par exemple, regardez l'Ouganda. Ils ont introduit la peine de mort pour l'homosexualité il y a juste 2 mois.
Et certains pays dans la région sont en train de viser et visent à suivre le même exemple. La Russie a aussi mis en place quelques règles. L'Indonésie a aussi mis 10 ans d'emprisonnement pour des chirurgies pour l'affirmation de gens. Et vous vous demandez, mais qui est en train de rédiger des lois comme ça? Et même aux États-Unis, il y a des réglementations contre LGBTI. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que ça se passe un peu partout dans le monde. C'est bien financé, c'est des attaques sur nos droits. Et ceci a beaucoup de choses en commun. Par exemple, ces attaques sont financées par des politiciens soutenus par des mouvements, parfois qui sont motivés par la religion, mais pas tout le temps. Deuxièmement, ces initiatives sont juste sur la surface concernant les LGBTI. En fait, l'objectif, c'est de mobiliser des personnes qui sont contre ces droits. Et ces initiatives sont utilisées pour enlever notre attention d'autres questions comme la corruption, l'injustice sociale et la pauvreté, mais aussi des narratifs anti-trans dans des endroits où les personnes trans sont utilisées comme des questions pour déstabiliser le mouvement des femmes. Et bien sûr, en fait, l'objectif et l'avantage de déstabiliser le mouvement féministe, c'est d'enlever notre attention du travail qu'il y a à faire et de nous rendre moins efficaces dans le travail que nous voulons effectuer. Maintenant, la ligne rouge, ce qui est le plus important. Il y a une ligne qui traverse cette chambre qui nous divise en deux groupes. Il y a certaines personnes qui croient que les femmes trans sont des femmes, entièrement. Il y a d'autres qui croient que des femmes transsexuelles peuvent être des femmes, mais on peut les traiter différemment dans certains cas. Ça, ce n'est pas une ligne rouge, et ça, c'est une ligne jaune. Et je reviens, parce que la ligne rouge pour moi, et dans cette ligne jaune, je pense que ça existe dans cette salle, mais la ligne rouge, je pense que c'est en dehors de cette salle. Il y a des personnes qui croient que des personnes transsexuelles ne doivent pas exister. Ils sont discriminatoires de façon ouverte. Et ça, c'est une ligne rouge parce que des personnes dans ces groupes sont contre les droits humains et la justice sociale. Maintenant, les personnes avec la ligne jaune, je pense qu'il y a toujours assez de temps pour dialoguer et pour trouver des points communs. Et je pense que c'est ça la plus importante. C'est ça la chose la plus importante à faire dans ce contexte. Let's find common ground. That's your call to action, Julia. I think that's well heard. It's a good way to... Donc, en fait, c'est bien le moment de passer au deuxième tour de questions. Alors, nous avons toujours une minute par conférencier. Alors, essayons de comprendre le comment. Il faut mobiliser, mais comment mieux faire la mobilisation? Comment être audacieuse et renforcer ce que nous sommes en train de faire? Renforcer les mouvements, mais aussi défier quelques risques et actions que vous avez mentionnés. Je vais commencer avec Jack. Applaudissez Jack, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et ça, c'est une question très intéressante. Comment est-ce que nous pouvons le faire? J'ai 4 choses à mettre sur la table. La première chose, c'est que je pense qu'il faut vraiment investir dans l'éducation politique féministe autour de quelques médias, la technologie et la vie privée. Il est très important parce qu'il faut comprendre comment ceci est en train de nous toucher. Et pour le faire, il faut aussi faire face aux écarts en ce qui concerne l'accès pour les gens. Parce que si nous ne touchons pas sur cette question, l'écart va s'élargir. Comme je l'ai dit, il faut avoir assez d'espace pour l'engagement public et pour les droits. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il faut avoir des mouvements
pas juste des questions uniques ou des communautés, toutes les paniques, intelligence artificielle, oui, mais il faut bien cadrer et l'outiller comme une question de droit. Il faut comprendre les mécanismes, comment ça se passe, comment le mouvement anti-droit est en train d'engager avec ces infrastructures pour amplifier et comment ils font pour amplifier leur stratégie. Il faut le comprendre, il faut comprendre l'écosystème. Il faut aussi renforcer le leadership féministe dans le monde autour de nous. Et troisièmement, il faut financer la recherche, l'analyse et des idées. C'est vrai, investir dans des idées, c'est très très bon et nous ne sommes pas assez bons dans la justice sociale et les ressources. Et donc, il faut pouvoir financer et comprendre comment cela se manifeste et comment faire la recherche aussi. Et finalement, nous avons besoin d'investir dans la vision et des alternatives et pas juste des réponses. Et je le dis ici, en tant que cofondateur pour ce financement, c'est très important quand il s'agit de la technologie. L'année passée, on a eu notre invitation publique, plus de 2000 candidatures. La plupart viennent de l'Afrique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a beaucoup d'imagination, d'engagement féministe avec la technologie pour la justice sociale, pour les SDSR, pour beaucoup de questions qui sont une priorité pour nous, que nous ne sommes pas en train de voir et que nous ne sommes pas en train de soutenir. Et nous avons besoin de bien financer ces questions. Merci beaucoup à Jacques. Stéphanie? Hello? Yep, better. Okay. I Bien. agree with everything that's Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais permettez-moi d'ajouter que du point de vue du gouvernement australien, nous sommes dans le processus de développer une stratégie pour l'égalité des genres et nous sommes en train de voir comment nous allons toucher sur ces points de façon compréhensive. Nous avons entendu parler de mouvements anti-droit. Ils savent très bien comment faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont bien coordonnés, ils savent comment communiquer. Ils sont très bien quand il s'agit des réseaux sociaux. Et donc, nous avons besoin de regarder à tout niveau comment coordonner pour lutter. Et à ce niveau multilatéral, nous avons besoin de travailler ensemble. Nous avons besoin de tirer les autres pays, et savoir comment leur faire comprendre que ça, c'est essentiel pour tous les aspects de la croissance économique, le développement social. Nous ne pouvons pas atteindre cela. Nous ne pouvons pas toucher sur le changement climatique sans toucher sur cette question. C'est très essentiel. Donc, nous avons besoin de venir ensemble et lutter pour protéger ces droits. Et deuxièmement, je suis tout à fait d'accord. Il faut financer les mouvements et la société civile au niveau local. Ça, c'est en fait l'approche qu'il faut adopter par pays et aussi au niveau international. L'Australie a des financements pour les défenseurs des droits de l'homme, des droits humains. Il faut aussi toucher sur des normes du genre et le faire. Dès l'initiation de la vie d'un enfant jusqu'à quand il grandit, il faut le faire à tout niveau et il faut avoir des données fiables et des données de qualité que nous pouvons utiliser. Et finalement, nous avons besoin de continuer à investir et continuer dans cette campagne de lutter contre les campagnes de désinformation. Merci beaucoup. J'aimerais m'appuyer sur les deux autres conférenciers pour dire que, en fait, je ne pense pas que c'est une question de courage. Je vois que dans cette salle, nous sommes assez courageux. Mais ce que nous avons besoin de faire, d'être beaucoup plus intelligents. La première chose, c'est de comprendre en fait ce que nous sommes en train de faire. C'est quel genre de lutte nous sommes en train de mener. Il faut regarder les différents niveaux. Il y a une question de religion. Deuxièmement, une question normative concernant les politiques. Et troisièmement, en fait, l'accès au pouvoir politique. Et en quatrième position, le cadre juridique. Il faut voir ce qui se passe aux États-Unis et dans les autres pays. Et il y a aussi un problème géopolitique.
La Russie, ils utilisent anti-genre pour gagner des amis dans des autres endroits et aussi créer des ennemis. Et finalement, c'est l'éducation. Il y a toute une infrastructure de faits anti-genre et d'universités anti-genre. Et donc, il faut comprendre que ça, c'est un combat que nous avons besoin de mener. Maintenant, finalement, comment gérer ces points? Et 5 points rapidement. 1. Il faut avoir un agenda pour bien comprendre ces organisations anti-genre. Une fois qu'ils sont bien compris, nous allons les désarmer parce qu'on comprend comment ils travaillent. Deuxièmement, il faut les dépositionner de ces positions de pouvoir. Et troisièmement, il faut les définancer. Nous savons d'où ils trouvent le financement, donc il faut avoir des stratégies qui visent ces financements, surtout le financement public, qui a été des facteurs qui ont contribué à cette loi en Ouganda. Et finalement, il faut protéger et revendiquer nos droits. Ils sont vraiment fragiles, comme nos amis aux États-Unis ont vu. Et il faut défendre les activistes qui sont les cibles de ce mouvement anti-droit. Ok, merci beaucoup. Et Julia? Et donc, c'est moi qui parle après Neil. C'est pas facile. Alors, comment renforcer les droits de femmes? Je dirais qu'il faut commencer avec nous-mêmes. Il faut venir ensemble. Les mouvements SDSR, LGBT, les mouvements de femmes pour défendre nos mouvements. Mais ça, c'est beaucoup plus facile à dire, mais en pratique, ce n'est pas facile. Parce que si c'était facile, je suis sûr que ce serait déjà fait. Alors, je vais parler de la ligne jaune dont je parlais. C'est comment bien comprendre la ligne. En fait, des mouvements et des acteurs anti-droit ont compris en fait cette ligne. Et c'est vraiment compliqué. Et je pense que en fait, j'ai 3 questions. 1, voir quels sont les algorithmes qui marchent. Et 2, quels sont les mouvements que nous pouvons avoir pour des personnes LGBT et des personnes transsexuelles. Ces arguments, au cœur, se disent que les personnes transsexuelles. Et pourquoi est-il l'argument qui connecte à beaucoup de personnes? En fait, c'est un argument qui crée des préjugés et qui se connecte à beaucoup de préjugés qui existent et qui sont contre l'idée de sexe, l'idée binaire. En fait, c'est beaucoup plus facile pour des femmes de devenir des victimes. Des hommes, ils envahissent les espaces des femmes, mais en fait, c'est bien instrumentalisé. Pour les personnes trans, ceci veut dire que le patriarcat nous parce que ça renforce la crainte dans les femmes à cause de la violence basée sur le genre, par exemple. Avec les femmes, c'est quelque chose qui est vraiment réel. Et ensuite, en utilisant cette crainte comme une base pour nous exclure encore. Et je parle ici des personnes transsexuelles. Nous sommes devenus des victimes de violence et de discrimination. Et c'est pour cela que c'est un effet vraiment néfaste. Ça nous exclut aussi des services essentiels parce que, en fait, ça tire aussi la connexion entre les auteurs de crimes et les personnes transsexuelles. C'est vraiment dangereux pour des personnes transsexuelles. Et ça renforce les préjugés et la discrimination. Et dernièrement, comment relever cette question? Alors, Julia, vous avez 30 secondes. 1. Il faut assurer que la voix des personnes LGBT est bien amplifiée à tous les niveaux. C'est pour cela que je disais que les femmes et les groupes LGBT, il faut qu'ils construisent des liens, des ponts entre ceux qui nous divisent. Merci beaucoup. Merci beaucoup à ces conférenciers pour tout ce que vous avez dit. Nous avons beaucoup appris et cette conversation va continuer. Merci beaucoup. Applaudissez les conférenciers. Thank you very much. Thank you so much. My pleasure, Julia. It was amazing. Thank you. Thank you, Jack. I think we'll lazy this way. All right, all right.
I'm trying to play time police, so J'essaie de bien gérer le temps. Donc, c'était vraiment intéressant et j'espère que ces conversations vont continuer et nous éclairent sur beaucoup de points. Bien, hein, chers collègues. En attendant qu'ils préparent les scènes, j'aimerais qu'on fasse quelque chose rapidement. Quand je viens vers vous, quand je lève ma main, il faut juste lever votre main. Voilà, on va l'essayer. Alors, commencez, bougez vos mains ici, oui, ici, et ici, et ici, et ici, voilà, et tout le monde. Voilà, ça c'était un peu timide. Bien. Alors, passons au prochain panel. Nous avons une conversation plutôt plus ou moins informelle de différents conférenciers. Et j'ai le plaisir de vous présenter Mathieu Blaise Zwaku, qui est activiste et jeune leader, activiste non-binaire au Nigeria. Et il est fondateur d'une organisation, Ubuntu, qui font l'activisme pour le droit des femmes et le droit LGBT. Et il viendra ici. Alors, j'invite Mathieu Blaise Zwaku. En tant qu'enfant, j'ai grandi dans un endroit à Lagos où l'avenir pour une fille, c'est de devenir une femme à un leader religieux et pour les garçons de devenir des pères à leur jeune âge. L'enfance était définie par des traumatismes. Le traumatisme était à deux niveaux. Traumatisme collectif. Et donc, grandir veut dire qu'il y avait beaucoup de voisins autour de nous qui cherchaient toujours quelque chose qui ne les concernait pas. Mais ils se sortaient pour s'entraider quand il y avait des problèmes. Je me rappelle quand il y avait un groupe qui s'appelle Bado qui venait attaquer notre groupe la nuit et ils tuaient des familles quand ils dormaient. Vu que la police n'a pas pu nous aider, les pauvres, on est resté et on a veillé toute la nuit pour nous protéger. C'était une vigile sans cesse. Et donc, dans le temps de beaucoup de dangers, nous sommes restés solidaires. Cependant, dans cette collective, il y avait en fait une culture de silence quand il s'agit des questions concernant les femmes, l'avortement, le sexe. Ces questions étaient complètement ignorées, comme quand un imam a violé une petite fille, personne n'a rien dit. Personne n'a voulu parler de ces choses, a dit la mère de la victime. Et donc ça, c'est en fait cette expérience du silence malgré notre collectif, malgré notre solidarité. Ça, c'est le temps que j'étais violée que par des groupes de garçons qui ont compris que moi, j'aimais aussi des garçons et voulaient me dénoncer à mes parents. Et je m'aimais même pas. Je sais que c'est parce que je n'ai pas ajouté le langue ou je n'avais pas les mots pour décrire ce qui se passait dans mon cerveau. Je pense que c'est parce que je craignais être frappé comme un voleur. Mais il y a toujours cette homophobie qui reste. À travers des grandes villes en Afrique, Lagos, Accra, Nairobi, Kampala, il y a des petits groupes où il y a la résilience, la résistance et la joie. Il y a des jeunes Africains qui cherchent à créer un avenir et nous continuons à être résilients face aux réalités de ce qui existe maintenant, aux réalités du présent. Ils ont dit que ce n'est pas normal en Afrique pour être fier. Il y a souvent des politiques anti-droit et des groupes religieux qui résistent. Mais être queer, c'est normal en Afrique, c'est africain. Et ils croient que, vu qu'ils ont la responsabilité d'effacer des personnes LGBTQ du continent, ils doivent faire la promotion de ces idées. Ces idées sont liées à la politique
la politique d'appartenance, qui appartient et qui n'appartient pas, qui a le droit à l'existence humaine, qui a le droit d'être appelé humain, être humain ou extraterrestre. En 2021, un ami à moi a été kétoé. Kétoé, c'est une terminologie qu'on utilise quand quelqu'un qui est homosexuel a été piégé. Donc c'est une expression qui existe au Nigeria et ils l'ont frappé, ils l'ont piégé. Ils ont dit que ce n'était pas normal en Afrique pour être gay. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Est-ce que c'est la chrétienté, l'islam? Est-ce que c'est la loi coloniale? Toutes ces choses qui existent. Qui est africain? Moi. Une personne LGBTQ. Le colonialisme continue d'effacer notre héritage et nous fait demander, remettre en question si nos ancêtres étaient fiers. Il y a beaucoup de législations contre et qui sont homophobes et transphobes. Et certains sont en train de promulguer certaines législations progressives, mais d'autres sont en train de discriminer contre les personnes LGBTQ en Afrique. Selon le rapport par ILGA, 68 pays criminalisent toujours les activités homosexuelles et 11 pays ont proscrit la peine de mort pour les activités homosexuelles. Cependant, malgré ces défis, nous avons pu trouver de l'espoir dans la solidarité mondiale. Si vous me demandez qui le mérite, je dis tout le monde ici mérite être entendu et vu. Je suis gay, je suis africain. Et dans ce temps, dans cet espace où des lois pour criminaliser des personnes LGBTQ sont en train d'être passées en revue dans des parlements, beaucoup de personnes se posent s'il y a toujours de l'espoir. En tant qu'activiste africain, je me pose la même question. Et la réponse, souvent, se repose au milieu. Je suis l'espoir. Nos rêves, nos espoirs, notre espoir nous a amenés jusqu'ici. L'espoir est visible ici, dans notre rassemblement, dans notre manifestation et les différents espaces sûrs que nous avons organisés. L'espoir m'a amené jusqu'ici. C'est l'espoir qui m'a fait manifester dans certains endroits malgré la situation et les situations difficiles pour des personnes comme moi. Je sais que j'ai le pouvoir de changer les choses. En tant qu'enfant, peut-être je n'aurais pas dû avoir des icônes ou bien l'éducation que je voulais pour une personne qui est. Mais ma définition de collectif a changé quand j'ai trouvé ma communauté. Maintenant, je suis entouré par l'amour qui ne requiert pas ma silence, ma démoralisation et mon exclusion. Et je pense que nous pouvons répliquer cet amour et assurer qu'il y a la protection pour des personnes qui sont comme moi et pas comme vous. Merci beaucoup. So yes, now I can feel the energy in the room. And that's how the women deliver spirit should be. Merci, je vois que nous avons une très bonne énergie dans la salle. L'espoir, le courage, l'action, nous dépasser, nous soulever, mobilisation collective. Ce sont les mots-clés que j'ai retenus de Blaise et des membres de notre table de discussion. Nous avons parlé de risques, de lignes rouges. Je pense qu'il est temps de parler d'action collective. Comment pouvons-nous créer des mouvements collectifs? Comment être plus courageux, plus ambitieux, plus audacieux? Et pour répondre à cette question, nous avons demandé à des experts dans leurs différents domaines de nous rejoindre. Et avant de vous rejoindre, il souhaiterait que vous les accueilliez comme il se doit. Veuillez applaudir les invités de notre discussion informelle.
Plus fort. Ne soyez pas timide. Un tonnerre d'applaudissements pour les membres de notre table de discussion. All right. Welcome on stage. Bien. Bienvenue à tous et à toutes. Nous avons dans notre panel Lopa Banerjee, membre de l'ONU Femmes, et elle possède une expérience dans le système des Nations Unies et le système international. Bienvenue Lopa. Her Excellency, Alicia Herbert. Nous avons également avec nous Alicia Herbert, directeur pour l'éducation, le genre, l'égalité au sein de la FCDEO. Elle est également l'envoyée spéciale du Royaume-Uni pour l'égalité de genre et a représenté son pays lors d'événements nationaux et internationaux. Bienvenue, Madame Alicia Herbert. Et pour terminer, notre directrice générale, présidente et PDG de Women Deliver. Elle apporte son expérience dans la lutte en faveur de l'égalité de genre, une lutte qu'elle a entreprise depuis plus de 30 ans. C'est une femme inspirante, c'est une leader, c'est une militante. Bienvenue, Malia. Méline. Noline, autant pour moi, Noboulivou, fondatrice de Diva for Equality. Bienvenue. Elle nous vient des Fidji, où elle est militante en faveur des droits des communautés LGBTQ+, des femmes et des jeunes filles. Et enfin, Soumaïa Islam, membre d'Open Society Foundations, en charge des programmes sur l'intersectionnalité à l'international. Bienvenue, Soumaïa Islam. Nous allons parler de la montée de l'autoritarisme, du financement des mouvements féministes et d'alliances mieux pensées. Bienvenue, mesdames. Je vais commencer par la première question. Nous avons parlé de défis, de lignes rouges à ne pas franchir. Ici, nous parlons de mobilisation en faveur de nouvelles actions. Comment créer de nouveaux espaces de solidarité, des espaces de solution sur la base de cadres multilatéraux existants ou innovants ou nouveaux. Nous allons commencer par vous. Le pas. Bonsoir, chères féministes du monde. Nous avons été un peu surprises et surpris. Nous ne savions pas que les choses allaient si vite changer. Nous ne savions pas qu'un jour, un mouvement aussi puissant se lèverait pour déconstruire tout ce que nous avons accompli ces dernières années. Nous ne savions pas que ce mouvement serait soutenu publiquement afin que des gouvernements autoritaires, nationalistes, anti-humains voient le jour. Il existe des coalitions dont le but est de freiner le développement de nouveaux cadres, des mouvements qui empêchent de nouvelles normes de voir le jour. Par ailleurs, ces régimes autoritaires et nationalistes sont contre des approches inclusives, plurielles, féministes à l'échelle nationale.
C'est un ordre de gouvernance qui criminalise l'activisme, l'engagement civique, le féminisme, des mouvements qui sont considérés comme des perturbateurs de l'ordre, de la paix, une menace contre la paix et la sécurité nationale. Ces mouvements contrôlent les normes, contrôlent les lois. Telle est la nouvelle stratégie qu'ils ont adoptée et qui a pour but de renforcer les anciens systèmes de colonisation. Leur but est de contrôler notre monde. Nous nous retrouvons dans un monde où l'État de droit, qui devrait être le défenseur de la justice, est devenu son ennemi. Que devons-nous faire? Sachant que l'ONU, les organisations de la société civile et d'autres parties prenantes sont tous impliqués dans cette lutte. Je pense que nous devrions déjà réaffirmer notre engagement en faveur des droits humains. Ce sont des droits universels. Nous devons également défendre la démocratie, l'universalité des cadres législatifs, les normes que ces pays se sont engagés à respecter lorsqu'ils ont rejoint l'ONU. Nous devons également créer des coalitions politiques et des alliances pour soutenir ces principes. Ensuite, nous devons comprendre que la démocratie naît du respect de la diversité et de la pluralité. La création d'espaces inclusifs est nécessaire, des espaces où nous écouterons les témoignages de féministes du monde, les parlementaires du monde. C'est ici que ces acteurs, ces actrices jouent un rôle très important. Nous avons besoin de ces espaces de dialogue. Nous ne devons pas nous contenter de rester dans nos coins. Nous avons à notre disposition de nouvelles technologies et nous voyons que les nouveaux espaces et les anciens espaces aujourd'hui sont utilisés pour renforcer ces mouvements contre les droits humains. Il faut également que la solidarité dans nos mouvements, dans nos coalitions féministes plurielles et intergénérationnelles sont nécessaires. Nous devons amplifier les voix des femmes, des féministes, des leaders, des mouvements et soutenir ces mouvements. Nous devons être capables de le faire même au sein de l'ONU. Il nous faut plus de recherche, il faut mieux comprendre comment ces mouvements fonctionnent. Et plus important encore, nous devons être courageux, avoir la force d'organiser des événements de ce genre et le faire devant les médias. De cette manière, nous comprendrons les défis auxquels nous sommes exposés et trouver des solutions, impulser des mouvements auxquels les militantes, les militants joueront un rôle clé, que ce soit au sein de nos institutions ou ailleurs. Merci infiniment, Lopa. Vous avez parlé de courage. J'aimerais maintenant savoir ce que vous en pensez, autant pour moi, Alicia. Merci de m'avoir posé la question et merci pour votre accueil. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Voilà, je vais reprendre ce que je venais de dire. Merci de m'avoir posé cette question. Merci de m'avoir invité. Merci de l'accueil chaleureux que j'ai reçu. Merci pour l'accueil chaleureux que j'ai reçu. À l'heure actuelle, nous avons besoin d'une armée internationale de militants et de militantes. Un groupe qui défendra activement le droit des femmes et des jeunes filles à travers le monde. Comment le faire? Nous pouvons compter sur la solidarité des uns et des autres et créer un mouvement qui est activement engagé dans la réalisation de dans le respect des droits de ces femmes, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Neil a très bien expliqué pourquoi est-ce que c'était important de créer un tel mouvement.
nous sommes confrontés à un mouvement qui est de plus en plus audacieux, un mouvement bien informé, bien soutenu. Ils ne sont peut-être pas nombreux ou solidaires, mais ils ont une idée bien fixe en tête. Ils attaquent les SDSR, l'avortement, les droits des femmes, l'autonomie corporelle de ces femmes et de ces jeunes filles. C'est un mouvement, mais notre mouvement est également fort. Nous avons réalisé de nombreuses choses, mais nous devons être encore plus forts, encore plus unis, mieux financés. Nous avons déjà commencé à avoir des discussions sur la façon dont nous pouvons être plus unis. Et des acteurs essaient de fournir les efforts nécessaires. Mais pour que ces actions soient couronnées de succès, il faut qu'elles soient plus larges. Il faut intégrer plus de groupes marginalisés, plus de groupes vulnérables qui sont affectés directement par ces mouvements de contestation. Je pense ici aux réfugiés, aux personnes handicapées, aux personnes qui vivent dans des situations d'urgence. Ce mouvement doit être bien pensé. Il faut qu'il aide les organisations locales et créer des espaces d'expression pour ces organisations, trouver des mécanismes d'inclusion nationaux et internationaux. Et nous devons également penser aux espaces technologiques et accueillir d'autres acteurs. Par ailleurs, nous devons avoir le courage d'expliquer avec des preuves les conséquences du recul des droits des femmes et des jeunes filles. Nous devons suivre les financements que nous recevons. Où va ce financement? Il faut comprendre le lien qui existe entre les membres de la communauté LGBTQ+, et les violences faites aux enfants. Nous devons également centraliser nos efforts à travers le monde pour lutter contre ces mouvements. Alicia, je crois que vous avez surtout parlé de données, de ressources, de suivi. Merci, c'était vraiment brillant. Comment pouvons-nous créer de nouveaux espaces de solidarité entre ces mouvements? Malia. Merci aux membres de la précédente table ronde et merci à mes chers consoeurs conférencières qui prennent part à ces discussions informelles. Cette question est très difficile, une question épineuse en effet. Nous avons écouté des témoignages de personnes comme Blaise qui ont parlé de leur expérience. Ils ont parlé de leur expérience de la discrimination. Ils ont parlé de ce qu'ils ont ressenti lorsqu'ils ont vu les choses s'améliorer et tout d'un coup empirer. Ils ont dénoncé la manière dont ces mouvements de contestation des droits créent des rhétoriques pour tromper la vigilance du public en général sur la base de fausses informations. Nous avons besoin de leaders comme Nolin. Nous avons besoin d'organisations bilatérales qui ont la capacité non seulement de financer, mais aussi d'aider les espaces multilatéraux à renaître, à se renforcer. Nous en sommes privés depuis quelque temps et nous en avons besoin. Il faudrait également que nous renforcions notre présence dans les espaces de l'ONU. Ces plateformes sont importantes parce que lorsque nous avons des conversations ouvertes, lorsque nous discutons, ce n'est pas seulement un acquis, ce n'est pas simplement pour célébrer nos progrès. C'est une forme de renforcement de nos mouvements. C'est une façon pour nous de défendre d'arrache-pied les droits de ces femmes et de ces jeunes filles.
de ces personnes, de ces minorités. Ce qu'il nous faut, c'est créer ces espaces et les protéger. Et j'ai beaucoup aimé l'intervention de Julia, qui a parlé de lignes rouges et de lignes jaunes. Lorsque nous créons ces espaces, parlons à ces personnes qui appartiennent à ces lignes jaunes. Ces personnes qui nous aideront à redéfinir ces lignes jaunes. Je crois que ce sera la meilleure manière pour nous de convaincre plus de personnes de se joindre à notre lutte. Il faut accueillir toutes ces minorités. Apprenons des leçons des mouvements anti-droit. Ils travaillent ensemble, même lorsqu'ils n'ont que très peu de points en commun. Ils peuvent être en désaccord sur d'autres choses, mais ils arrivent à travailler ensemble. Vous verrez des mouvements en faveur des chrétiens travailler avec des mouvements musulmans, des mouvements chrétiens, des mouvements musulmans ensemble, qui s'unissent sous une seule thématique, leur haine de la communauté LGBTQ+. Nous sommes d'accord sur au moins 99% de choses, 98% de choses. À cause de nos différences sur 2 ou 3 points, nous ne souhaitons pas travailler ensemble. Nous pouvons faire mieux et nous devons faire mieux. Merci Lopa. Les 90% des points sur lesquels nous nous trouvons doivent constituer le noyau dur de notre action. Soumaya, pouvez-vous nous dire ce que vous en pensez? C'est très difficile de prendre la parole après autant de brillantes intervenantes. Je voudrais déjà que nous ayons une pensée pour ceux et celles qui n'ont pas pu venir ici parce qu'ils n'ont pas de ressources, parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de voyager pour des raisons administratives. Nous parlons d'un sujet qui affecte la plupart des personnes dans cette salle et en dehors. Nous parlons d'une force politique, un mouvement anti-droit national, dont le but est de nous détruire, dont le but est d'annihiler nos libertés fondamentales. Il ne s'attaque pas seulement aux droits des femmes, aux droits des personnes LGBTQ+, aux groupes de différentes races, aux peuples autochtones. C'est une force politique qui s'attaque, comme l'a dit Lopa et d'autres personnes, aux acteurs en faveur de la démocratie. Ils détournent notre attention des coûts de la vie, du changement climatique, de l'augmentation des inégalités et plus encore, ils détournent l'attention sur les limites du contrat social que nous avons en place aujourd'hui. Je crois qu'il est très important pour les mouvements féministes, pour tous les mouvements du monde, de croire en la démocratie, de croire en l'état de droit. J'aimerais préciser ici que les mouvements féministes font partie intégrante de la lutte pour la démocratie. C'est la raison pour laquelle ils s'attaquent à nous. Ils s'attaquent à nos valeurs, à nos partenaires, à nos alliés. Ils se servent des tactiques dont nous avons parlé, des informations sur le genre, influence de plus en plus grandissante dans les domaines politiques, à l'échelle nationale, internationale, locale, l'accaparement de l'espace politique et médiatique. Toutes ces stratégies viennent des grandes entreprises, des multinationales et des banques comme Bank of America, Goldman Sachs. Ce sont ces personnes qui attaquent les membres de la communauté LGBTQ+, qui diminuent les espaces d'inclusion, qui financent des mouvements
contre notre action, notre travail. Il faudrait que les espaces dont nous disposons prennent en considération toutes ces formes d'attaque. Nous avons besoin d'une contre-offensive. À l'Open Society Foundations, nous traversons une transition difficile, une période difficile. Et nous nous battons corps et âme pour ne pas perdre nos acquis. Je suis fière d'être ici aujourd'hui et de représenter toute mon équipe, tous mes collègues. Très bientôt, nous lancerons un fonds en faveur du leadership féminin, dont le but sera d'encourager la représentation des femmes à des postes de responsabilité pour renverser la tendance. Nous travaillons avec des partenaires stratégiques comme Jack du Fonds No Monde, des personnes qui se servent de la technologie de manière formidable, qui permettent aux féministes et aux mouvements féministes de se servir de ces nouvelles technologies. Nous travaillons avec des partenaires stratégiques comme Women Deliver pour redéfinir nos partenariats, nos formes de collaboration. Nous avons besoin de ces écosystèmes. Nous avons besoin les uns des autres, nos partenaires bilatéraux, les organisations philanthropiques, nos alliés et toutes ces personnes qui nous aident en dépit de ces temps difficiles. Nous pouvons y arriver et nous y arriverons. Partenariat stratégique, partenaires bilatéraux. Voici quelques mots-clés que je retiens de votre intervention. Maintenant, j'aimerais me tourner vers vous, Soumaïla. Qu'avez-vous à nous dire? J'aimerais déjà remercier le Rwanda de nous accueillir à cette conférence sur cette terre non cédée et qui le resteront, je l'espère, pour toujours. Nous savons qu'une multitude de personnes nous attaquent. Peu importe la lutte que nous menons, ces personnes sont chrétiennes, musulmanes, sont extrémistes, sont de l'extrême droite, de l'extrême gauche, etc. Je pense aussi aux grandes entreprises, aux grands laboratoires, aux multinationales. Ce sont des gens qui appartiennent au secteur privé, au secteur public. Ce sont surtout des hommes blancs, des chercheurs. Tous les jours, nous sommes confrontés à ces attaques. Mais nous restons debout. Nous savons quelles sont leurs intentions. Nous savons quelles méthodes ils emploient. J'aimerais revenir sur l'un de leurs objectifs. Ils veulent contrôler la vie. Ils veulent nous mettre dans des cases. Et je pense que c'est totalement inutile. C'est vraiment stupide. Ce sont des personnes qui utilisent des méthodes très pernicieuses. Ils nous mettent dans des cases, ils disent aux autres « ne travaillez pas avec ces lesbiennes, ne travaillez pas avec ces gens bizarres ». Et c'est totalement inutile et totalement impensable de nous mettre dans des cases. Nous vivons sur une planète formidable. Et ils se fondent sur les peurs que nous avons. Vous pouvez le voir aux États-Unis, en Ouganda. Ils essaient de contrôler notre intégrité physique, notre autonomie corporelle. Ils veulent nous empêcher de disposer de notre corps comme nous le voulons. Mais, en tant que féministes, nous sommes conscientes de ces réalités. Nous sommes conscientes de ces craintes et de ces peurs. Et c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas reculer.
que nous soyons attaqués par les religions, par les racistes, par les néo-capitalistes. Ce sont toujours les mêmes. Ce sont toujours les mêmes et leur nom peut changer autant qu'il veut. Ce seront toujours les mêmes. Ils veulent inculquer cette notion de la peur dans toutes les couches de la société, à tous les niveaux. Nous essayons par exemple de travailler avec plusieurs leaders dans différents secteurs, le secteur de la santé. Nous souhaitons travailler avec des chefs religieux et traditionnels. Ils le voient bien et ils savent que nous construisons quelque chose de différent. Cette différence inclut plusieurs composantes. Et je me rappelle qu'avec une de mes amies qui se trouve ici au Rwanda, nous sommes tombés d'accord sur un point. Lorsque vous parlez d'égalité de genre, de SDR, d'identité sexuelle, d'orientation sexuelle, c'est une manière de parler de l'économie des soins, du bien-être, du développement humain. C'est une manière également de parler d'action pour le climat, de défense de la biodiversité, de lutte contre le changement climatique. Vous voyez que notre portefeuille d'action est énorme. Et pourtant, ceux et celles qui essaient de contrôler notre corps essaient également de contrôler notre économie, l'écologie, l'écosystème. Et comme l'a dit Malia, si nous souhaitons lutter contre ces mouvements, nous devons le faire sur plusieurs plateformes, aux côtés d'autres mouvements. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'assister à cette conférence. Je ne souhaite pas rester dans mon coin et travailler toute seule. Je veux faire partie d'un mouvement international. Merci. En effet, nous avons besoin de renforcer notre action et de multiplier nos ressources. Il nous reste 3 minutes pour conclure cette conversation. Je vais donc vous demander en 3 minutes, Noël, comment est-ce que nous pouvons faire pour mobiliser toutes ces ressources? Elle a parlé de meilleures ressources, de meilleures alliances, de meilleurs partenariats. Où les trouver? Je pense donc que tout d'abord, nous avons besoin d'une réponse multilatérale efficace, qui est féministe et bien outillée et bien financée. Il faut que ceci soit très clair. C'est une réponse qui est proactive, pas définie par la résistance, mais par l'ambition pour avancer. Et ceci doit inclure des agendas de la politique externe féministe, le soutien pour des groupes interparlementaires féministes, la facilitation de réseaux stratégiques féministes, la collaboration aussi la collaboration transversale et avec un objectif d'intégrer et de fortifier l'agenda des droits humains. Et un autre point, le financement féministe, durable, prévisible et le soutien institutionnel, le soutien aux groupes marginalisés, coalitions et des groupes multipartis bien outillés et financés, la jeunesse, les groupes LGBTI, les organisations de droits humains et rééquilibrer le pouvoir. Ça, c'est très important, c'est essentiel pour construire l'espace transformatrice qui prenne en compte les droits humains comme la seule réponse pour nous tous, pour vivre une vie épanouie. Aïcha? Et donc, dans le temps qui nous reste, je le dirais, parce que je l'ai mentionné dans le segment concernant des mouvements, je dirais que ce dont nous avons besoin maintenant, c'est beaucoup de financement et il faut être intelligent, savoir comment mobiliser, canaliser les ressources, mais ce que nous avons aussi déjà,
Mais être ici, en étant ici en tant que bailleur, il faut s'assurer que nos financements aux mouvements activistes et des organisations et un financement de qualité est flexible et durable. Il doit inclure le financement pour les activistes des organisations de droit pour continuer le travail de base, mais aussi afin qu'ils puissent s'organiser des actions collectives pour des organisations de droits humains et des organisations féministes. Mais il faut aussi investir dans la protection comme les attaques physiques et digitales venant de ces groupes pour les droits de femmes et de filles. D'accord. Est-ce que tout le monde a applaudi quand elle a dit qu'ils vont financer des rassemblements? Ouais, nous allons suivre. Lolini, comment est-ce que nous allons financer? Il faut être clair avec les bailleurs. Il faut être clair sur les contextes, les critères. Il faut écouter ceux qui travaillent avec la communauté de base. Il y a certains, par exemple, comme West Papua, Kanaki et d'autres qui sont toujours là. Ils ont besoin de leur indépendance. Indépendance pour Papua de l'Ouest, bâtie avec des alliés, bâtie des coalitions à travers des États, des agents onisiens. Nous l'avons fait ici. La dernière fois, on était à Women Deliver. On était ici on avait jusqu'à 4 ou 5, mais maintenant nous avons 65. Les deux derniers, il faut voir les questions. Si il serait des questions sensibles, alors prenez le temps de bâtir ces coalitions qui vont vraiment nous tenir. Et il faut aussi l'appuyer avec le financement féministe. Et dernièrement, il faut travailler en solidarité avec des groupes qui sont loin de ce qui est normal. Nous travaillons avec le groupe autochtone, le réseau à Fidji, 250 000, qui se sont dit qu'ils vont travailler avec des lesbiennes féministes. Et on est ensemble depuis les dernières années. Voilà, avec la solidarité. Maintenant, Somaya et Maliha, qui veut nous montrer en fait ce que veut dire l'action et les engagements. Alors, Somaya, j'étais censé faire 2 points. Un, il faut financer l'attaque stratégique. Il faut comprendre les tactiques, il faut comprendre notre opposition, il faut savoir comment renverser les activités et il faut aussi boucher le financement international de ces organisations anti-droit. Ensemble, nous pouvons. C'est vrai, s'ils peuvent faire descendre le financement des auteurs de violence, il ne faut pas qu'on échoue dans le combat contre les acteurs anti-droit. Alors, Malia, je voulais juste le dire ici que maintenant, avec le soutien de OSF et parmi tant d'autres, nous voulons rassembler un groupe de personnes qui ne vont pas juste faire ce que Niela a dit. Il ne faut pas juste être courageux, il faut être intelligent. Nous allons amener ces personnes ensemble à travers ces secteurs, comme Noli l'a dit. Et autre chose, si vous voulez faire partie de ce groupe, il faut venir nous voir. Mais ce que nous voulons faire avec ce truc, ce n'est pas juste être intelligent et stratégique et bien outillé, je vois certaines personnes, mais aussi arrêtons d'être trop gentils. Nous sommes gentils pendant longtemps. On a été nuancés et gentils et sympas pendant très longtemps et nous voyons le résultat. Depuis plus de 30 ans, nous n'allons plus être gentils. Nous serons très vicieux pour la justice, un peu comme eux. Merci beaucoup, Malia. C'était une très bonne façon de finir avec le panel. Je veux dire un grand merci aux intervenants. Lors de cette session plénière, nous avons parlé de comment comprendre le mouvement anti-droit. Nous avons parlé de l'interconnexion de ces questions et ces luttes. Nous avons parlé de comment nous pouvons, de façon intelligente et stratégique, faire la mobilisation pour la réussite et l'impact. Nous avons aussi parlé de
le besoin pour les données, comment mobiliser, comment trouver des ressources, et le financement flexible, mais aussi le financement féministe. J'aimerais dire un grand merci aux conférenciers pour leur engagement, pour le travail fait et pour leur sagesse avec un banc. Thank you so much. Malika, thank you for your commitment. Thank you. You were amazing. Thank you. So, yeah, thank you for your commitment. We appreciate you, Ambassador. Excellency. Thank you so much. Nalini. In the room. Let's get some more energy in the room. Let's get some energy.